Eh bien, mesdames, messieurs, il est 18h, vous pouvez prendre place. Que je te fasse un beau sourire? Donc, il est 18h, je déclare cette séance du Conseil municipal du 27 mars 2026 ouverte. On va commencer par l'appel nominal. Monsieur Adam Thibault, Madame Blondin Cécile, Monsieur Bouvier Aurélien, Monsieur Caviezel Théo, Monsieur Chevalier Aurélien, Madame Cornevin Pascal, Monsieur Cornevin Bruno, Madame Decoq Joël, Monsieur Delettre Alexandre, Madame Delon Sophie, Madame Dessin Céline, Monsieur Almazouzi Saber, Madame Florentin Emmanuela, Monsieur Galien Benoît, Madame Gardet Cindy, Madame Grépinet Marilène, Monsieur Guillaumeau Thierry, Madame Husson Armel, Madame Journeau Mélinda, Monsieur Lambert Benjamin, Madame Legrand Audrey, Monsieur Lemoine Frédéric, Madame Macheret Anne-Valérie, Madame Melot Justine, Monsieur Houdin Jean-Christophe, Monsieur Pradet Camille, Monsieur Prévost Mathieu, Madame Vautravers Marilyn, Madame Ziolo Vanessa. Donc, on vérifie le quorum est bien atteint. Je vous rappelle que toutes les interventions sont enregistrées, donc je vous demande de bien vouloir prendre le micro, sinon ça ne pourra pas figurer au compte-rendu. Je vous rappelle le résultat des élections municipales qui ont donc eu lieu les 15 et 22 mars. Monsieur Théo Caviezel a obtenu 1294 voix pour 22 sièges. Monsieur Lambert Benjamin, 868 voix pour 4 sièges. Madame Delon Sophie, 730 voix pour 3 sièges, ce qui fait donc 29 sièges pour ce conseil municipal. Je vais déclarer donc l'installation des conseillers municipaux, donc je vais vous refaire le listing. Donc Caviezel Théo, Cornevin Pascal, Prévost Mathieu, Decoq Joël, Chevalier Aurélien, Blandin Cécile, Lemoine Frédéric, Florentin Emmanuela, Bouvier Aurélien, Husson Armel, Elmazouzi Saber, Ziolo Vanessa, Galien Benoît, Vautravers Marilyn, Pradet Camille, Melot Justine, Adam Thibault, Legrand Audrey, Cornevin Bruno, Journeau Mélinda, Delettre Alexandre, Gardet Cindy, Lambert Benjamin, Grépinet Marilène, Guillaumeau Thierry, Dessin Céline, Delon Sophie, Houdin Jean-Christophe, Macheret Anne-Valérie. Donc le conseil municipal est installé. Alors, avant, je vais vous faire un petit discours à la fin de ce mandat. Donc, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames, messieurs, c'est avec une émotion profonde, mêlée de gravité, que je prends aujourd'hui la parole pour la dernière fois en tant que maire de Langres. Ce mandat, je ne l'ai jamais considéré comme une fonction. Je l'ai vécu comme un engagement au service des autres, au service de celles et ceux qu'on entend peu, au service de celles et ceux qui n'ont parfois que le service public pour tenir debout. Je veux d'abord saluer les nouveaux élus. Vous avez reçu la confiance des Langroises et des Langrois, des Corléennes et des Corléens. Cette confiance est précieuse. Elle est fragile aussi. Elle ne vous appartient pas, elle vous a été confiée. Être élu, ce n'est pas gérer une commune comme on gérait une entreprise. Ce n'est pas chercher la rentabilité, ni céder aux logiques comptables. Être élu, c'est faire des choix. Et ces choix doivent toujours être guidés par une exigence, la justice
la justice entre les quartiers, la justice entre les générations, la justice entre celles et ceux qui ont beaucoup et celles et ceux qui ont peu. Car gouverner une ville, ce n'est pas que additionner des projets, c'est corriger des inégalités, c'est refuser l'abandon, c'est garantir à chacun sa place. Dans une ville comme Langres, ces responsabilités sont encore plus fortes parce que les moyens sont contraints, mais aussi parce que la tentation est grande parfois de renoncer. Je veux le dire clairement, ne renoncez pas. Ne renoncez pas aux services publics de proximité, ne renoncez pas à l'ambition pour les quartiers qui en ont le plus besoin, ne renoncez pas à l'exigence d'égalité. Être élu, ce n'est pas non plus apparaître sur une photo ou couper un ruban. C'est accepter la complexité, c'est prendre des décisions parfois difficiles, c'est tenir dans la durée. Et souvent, c'est avancer sans reconnaissance immédiate. Mais c'est aussi parfois transformer une ville. Je pense au projet que nous avons porté ensemble, le nouveau visage de la place Diderot, les passerelles de Blanchefontaine, la réhabilitation de la Zouille, les mobilités facilitées, la transformation de la BS-Mat, la réserve des musées, les travaux de réhabilitation de nos remparts. Et toutes ces concrétisations n'auraient pu voir le jour sans le soutien de nos partenaires que sont le département, la région, le GIP et l'État, que je remercie particulièrement. Mais au-delà des projets visibles, je suis surtout fière d'avoir défendu une certaine idée de l'action publique, une action qui protège, une action qui rassemble, une action qui n'abandonne personne. Je pense en particulier au quartier neuf. Le travail engagé ne doit pas être arrêté parce que derrière les bâtiments, il y a des vies, des familles, mais surtout des attentes trop longtemps ignorées depuis 50 ans. On ne répare pas des années d'oubli avec des demi-mesures. Il faut du courage politique, il faut de la volonté. Je veux ici saluer celles et ceux qui ont porté ce combat avec conviction, notamment Marilène Grépinet et Chantal Lévesque, et j'espère que cette nouvelle équipe aura le courage d'aller au bout de ce projet de rénovation globale d'un quartier trop souvent délaissé. Je tenais également à remercier l'équipe d'élus qui m'a entourée sans relâche pendant 6 ans. Pendant ces 6 années, les échanges ont été riches et parfois vifs, mais la confiance entre nous a toujours été solide. La meilleure preuve en est qu'aucune démission n'a eu lieu pendant cette mandature. Je veux aussi dire un mot fort pour les agents municipaux. Dans un contexte où la fonction publique est trop souvent critiquée, fragilisée, parfois méprisée, je veux dire ici tout le contraire. J'ai vu pendant ces années des femmes et des hommes engagés, compétents, profondément attachés au service public. J'ai vu leur dévouement, leur professionnalisme, leur sens du collectif. Sans eux, rien n'est possible, et je les remercie du fond du cœur. Et permettez-moi à cet instant d'avoir une pensée toute particulière pour Madeleine Bodin, secrétaire du maire. Madeleine a été au quotidien une présence essentielle. Par son professionnalisme, sa rigueur, mais aussi par sa sincérité et sa discrétion, elle a grandement facilité le fonctionnement de notre collectivité. Elle a œuvré dans l'ombre, avec constance, avec loyauté, toujours au service de l'intérêt général. Elle quittera la collectivité dans les prochains jours et je tenais ici à saluer la qualité de notre collaboration et à lui adresser mes remerciements les plus sincères. Merci Madeleine. Dans quelques minutes, Langres aura un nouveau maire et une nouvelle équipe municipale. Je tiens à les féliciter et à leur souhaiter pleine réussite au service de notre ville et de ses habitants. Mais je fais aussi un vœu, que jamais ne soit oubliée la boussole essentielle de l'action publique, l'humain. Je terminerai en empruntant les mots de Denis Diderot, enfant de Langres. Je puis pardonner tout aux hommes, excepté l'injustice, l'ingratitude et l'inhumanité. Ces mots, aujourd'hui plus que jamais, doivent nous guider. Je vous remercie. Alors maintenant, je vais laisser la parole au doyen de l'Assemblée, M. Corneva.
Alors, bonjour à toutes et à tous. En tant que doyen de ce conseil municipal, je veux procéder à la lecture de l'ordre du jour de la séance du 27 mars 2026. Ordre du jour. Installation du conseil municipal. Élection du maire. Fixation du nombre d'adjoints. Élection des adjoints. Élection du maire délégué de Corlay. Lecture de la charte de l'élu local. Approbation du procès-verbal de la séance du 18 décembre 2025. Nous allons nommer une secrétaire de séance. Conformément à l'article L2121-15 du Code général des collectivités territoriales, CGCT, les délibérations doivent être signées par le maire, le ou les secrétaires de séance. En conséquence, le choix doit se porter sur un élu ayant des disponibilités pour remplir cette mission. C'est Madame Cornevin Pascal, mon épouse, qui se propose d'être secrétaire. Je vous propose de voter le secrétaire de séance à main levée ou par vote à bulletin secret. À main levée? Bon, si tout le monde est d'accord, procédons au vote. Vraiment, l'unanimité. Élection du maire. Lecture des articles L2122-4, L2122-5 et L2122-7 du Code général des collectivités territoriales. L2122-4, modifié par la loi numéro 2013-403 du 17 mai 2013, article 1. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres. Au scrutin secret, nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une fonction élective suivante. Président du conseil régional, président du conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. L2122-5, version en vigueur depuis le 1er mai 2010, modifiée par ordonnance numéro 2010-420. Du 27 avril 2010, article 109. Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tout impôt et taxe ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer, même temporairement, les fonctions. Dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés au comptable supérieur du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés, directeurs régionaux des finances publiques, et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnés au premier alinéa.
L2122-7, version en vigueur depuis le 16 mars 2008, modifiée par la loi numéro 2007-128 du 31 janvier 2007, article 1, JORF, 1er février 2007. Le maire est élu au scrutin secret à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Nota, loi 2007-128 du 31 janvier 2007, article 1. Le présent article entre en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la publication de la présente loi. Le décret 2007-1468 du 15 octobre 2007 a fixé cette date au 9 et 16 mars 2008. Quelles sont les personnes candidates pour être maire? Monsieur Théo Caviezel. Je vais constituer le bureau de vote. Je désigne comme assesseur le plus jeune. Alors c'est Monsieur Thibault Adam et Madame Sophie Delon pour la plus âgée. Oui, la plus ancienne après, avant moi. Soit Sophie, oui. Je vous rappelle que la fonction d'assesseur s'impose au conseil municipal, qui ne peut pas refuser sans raison valable d'exercer cette mission, au risque de se voir appliquer une procédure de démission d'office en à l'application de l'article 21-21-5 du Code général des collectivités territoriales. Chaque conseiller doit se déplacer à l'appel de son nom. Les conseillers avec un pouvoir de vote 2 fois. Il faut qu'ils indiquent sur le bulletin pour ou contre. Ah oui. Alors sur les bulletins, il faudra mettre pour ou contre. Alors, tout le monde doit rester assis et le personnel de la mairie va passer près de vous pour récupérer les enveloppes. Oui, oui, c'est vrai. Oui, et tu ne verras pas de mettre ton enveloppe dedans. C'est pour moi. Je mets. Moi, comme les élections, je ne touche pas.
ferait pas... J'ai soif maintenant. Merci.
Donc on a bien trouvé 29 enveloppes. Abstention. Allez, un peu plus vite. Pour. 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 Théo Caviezel. Théo Caviezel pour. 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 Blanc. On fera après. Blanc. Pour. 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 Tu peux nous... Oui. Vous avez un nul et si c'est le nul, il est considéré comme nul. Un nul et deux blancs. Par contre, ces éléments-là, vous prenez les signer. Mettez signature sur le blanc et l'enveloppe. L'enveloppe également. Pareil, je vous demande de signer le blanc et l'enveloppe. Et je vais mettre les deux. Là, il y en a que trois. Ça c'est pour nous. C'est le document. Non, là, c'est pour nous.
Monsieur Théo Caviezel, élu avec 26 voix pour, 2 bulletins blancs et 1 bulletin nul. Donc, Merci Bruno, merci à toutes et tous. C'est un honneur immense de porter cette écharpe et d'être face à vous ce soir. Je commencerai par des remerciements. D'abord pour l'ensemble des agents de la ville mobilisés dans la tenue de ces élections municipales. Des remerciements à l'ensemble des habitants de Langres, de ses faubourgs, de ses quartiers, de Corlay, qui se sont déplacés dans les urnes à 2 reprises pour exprimer leur choix. Je remercie aussi l'ensemble des membres des 5 autres listes candidates, emmenées par Dominique Viard, Paul Henry, Christophe Minou, Sophie Delon et Benjamin Lambert, pour les projets qu'ils ont portés et pour leurs engagements respectifs. Merci aux membres de la liste que j'ai eu l'honneur d'orchestrer. J'ai appris à connaître durant cette campagne des personnalités formidables et je suis fier de la cohésion de groupe que nous avons su créer, cohésion qui nous sera précieuse au quotidien à la mairie. Si 22 membres de cette liste ont le privilège de siéger aujourd'hui à cette table, j'ai une pensée toute particulière pour celles et ceux présents à nos côtés durant cette campagne et qui n'ont pas été élus. Je pense à Gurvan Aldiman, Claude Frère, Jean-François Couturier, Alexia Durlet, Pascal Brunelli, Océane Joget et Michael Lopez-Moret. Le projet que nous porterons ces 6 prochaines années est aussi le leur. Des remerciements enfin à ma famille, à nos familles, à nos proches qui acceptent cet engagement et nous soutiennent. Engagement qui, et on le découvrira au fur et à mesure de notre mandat, seront très prenants. Et j'ai une pensée particulière pour ma mère, ma maman, qui a elle-même été élue maire de son village à Perrognay, une commune étroitement liée à l'histoire politique moderne de notre ville. Nous avons été élus sur 2 promesses, celle de porter un mandat de renouvellement et de réconciliation. Le renouvellement s'opère aujourd'hui avec cette équipe municipale largement renouvelée et l'élection d'un des plus jeunes, si ce n'est le plus jeune maire de l'histoire de notre ville. La réconciliation ensuite, qui se vivra au quotidien, réconciliation entre le groupe majoritaire que je porte et les groupes minoritaires emmenés par Benjamin Lambert et Sophie Delon, que nous ne considérerons jamais comme des oppositions qui s'opposent par principe. Nos avis seront certainement parfois divergents, et c'est bien normal, mais le respect, le débat, le pouvoir de conviction nous permettront, je l'espère, de toujours rester à la hauteur des mandats que les Langroises et les Corléens nous ont confiés. Réconciliation aussi au sein même de notre ville, entre les habitants et les élus. Je souligne d'ailleurs la retransmission en différé de ce conseil municipal. Nous nous y étions engagés pendant la campagne et c'est chose faite dès ce soir. Il est impératif de redonner goût à la politique locale et nous nous y attellerons chaque jour à travers nos actions, certes, mais aussi notre présence dans chaque recoin de notre ville. Ce début de mandat sera aussi celui du combat, d'un combat que nous mènerons bec et ongles, celui du maintien du pôle de santé langrois, aujourd'hui fortement fragilisé par des décisions politiques que nous déplorons. Nous accueillerons dès la semaine prochaine, dans ce salon d'honneur de l'hôtel de ville, les soignants et les représentants des usagers pour une remise à plat du dossier de la réorganisation hospitalière des centres et Sud-Haute-Marne. Je leur dis avec force, la municipalité sera à présent à leur côté dans ces combats à venir.
Parallèlement, nous interpellerons le président de la République et le Premier ministre dès lundi et provoquerons un rendez-vous avec la ministre de la Santé et l'ARS. Nous serons pleinement mobilisés dans cette tâche avec toutes les personnes de bonne volonté. D'autres défis nous attendent et je serai très bref. La lutte contre les logements vacants et en péril, l'adaptation de notre ville au vieillissement de la population, l'attractivité commerciale, en particulier de notre centre-ville, le maintien et la création de nouveaux emplois, la relation de la ville de Langres avec Saint-Jaume et l'ensemble des communes du pays de Langres, la modernisation des infrastructures et de la voirie, la création d'un marché couvert, l'avenir du collège d'Hydro. Vous le voyez, la tâche est immense et la ville mérite un engagement plein et entier. Je pense que nous sommes prêts à ça. À présent, au travail. Je vous remercie. Je vous rappelle l'ordre du jour. Nous allons procéder à la fixation du nombre d'adjoints, élire ces adjoints, élire également le maire délégué de Corlay. S'en suivra la lecture de la charte de l'élu local, l'approbation du procès-verbal de la séance précédente et la prise de parole d'un représentant de chaque groupe minoritaire. Concernant la fixation du nombre d'adjoints, je vous rappelle que le nombre d'adjoints ne peut excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 8 adjoints au maximum. Et je vous propose de voter à main levée, sauf si certains s'y opposent. Je vous remercie pour ce vote à main levée et je vous propose d'élire 8 adjoints pour le prochain mandat. Nous allons procéder au vote. Oui, Madame Delon. Oui, vous m'entendez? Oui. Ça marche. Oui, Monsieur le maire, vous venez d'énoncer que le nombre maximum est de 8 dans notre commune, mais ça, c'était avant qu'il y ait des gros transferts à l'intercommunalité. Donc, c'était une époque où la ville de Langres avait l'urbanisme, avait les écoles, avait toutes les compétences. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La ville a beaucoup moins de compétences. Donc, à notre sens, nous abstiendrons, parce que je pense que ce qui reste du domaine de la ville de Langres ne justifie plus d'être au nombre maximum d'adjoints. Je pense que c'est le raisonnable d'en avoir un petit peu moins, puisque aujourd'hui tout se joue au niveau de l'intercommunalité et il n'y a aucune raison, il y a beaucoup moins de délégations. Je vous remercie, Madame Delon. On va procéder au vote. Y a-t-il, à main levée donc, y a-t-il des contre ce nombre d'adjoints donc de 8? Des abstentions? Donc 7 abstentions. Je vous remercie. Nous allons procéder donc à l'élection de ces adjoints. Je vous rappelle que les adjoints sont élus au scrutin de liste paritaire à la majorité absolue. Et je vous demande si, à part la liste des adjoints que nous allons proposer au nombre de 8, y a-t-il d'autres candidatures au poste d'adjoint? Non, donc la seule liste est celle que nous avons déposée au nombre de 8. On vous distribue de nouveau des enveloppes pour pouvoir voter. On vous donne donc un bulletin blanc et la liste que nous proposons. Vous mettez soit le bulletin blanc pour si vous êtes contre, ou la liste
si vous la validez. Peut-être qu'on prendra les questions après le vote. Oh. Avant? D'accord. Monsieur Lambert a une question. Merci. Merci. Oui, donc dans une logique de transparence aussi, au-delà de cette liste et d'une liste de 8 noms, est-ce qu'il serait possible d'avoir des éléments d'information sur les portefeuilles et les dossiers qui seront portés par chacune de ces 8 adjoints, adjointes, s'il vous plaît. Donc voici la liste que nous proposons. Pascal Cornevin, première adjointe chargée des quartiers et des faubourgs. Mathieu Prévost, deuxième adjoint chargé des finances, de l'économie et de l'industrie. Joël Decoq, troisième adjointe chargée du patrimoine, des dynamiques territoriales et des commerces. Frédéric Lemoine, quatrième adjoint chargé des grands travaux, des infrastructures et de la propreté. Cécile Blondin, cinquième adjointe chargée des associations et de la culture. Aurélien Chevalier, sixième adjoint chargé des logements, de l'urbanisme et de l'attractivité. Armel Husson, septième adjointe chargée de l'éducation et des affaires sociales. Saber El Mazouzi, huitième adjoint chargé des sports, de la jeunesse, de l'insertion et de la tranquillité publique.
On va procéder au dépouillement du vote des adjoints. Donc il y a bien 29 enveloppes. Blanc. 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 Liste complète. Blanc. Liste complète. 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 Liste complète.
Liste complète. Liste complète. Blanc. 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 On va procéder au recomptage. Ensuite, là, ce sont les nuls. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On vous demande de signer. Hop, voilà. Je complète. Je vous laisse signer les blancs et puis on va les reprendre. C'est bon? Donc sur 29 votants, 22 ont validé cette liste et 7 ont voté blanc. Je vais donc appeler les nouveaux adjoints de ce conseil municipal à me rejoindre autour de cette table centrale. Petite attente. Je vais me lever pour accueillir mes chers collègues. Donc, première adjointe, Pascale Cornevin. Deuxième adjoint, Mathieu Prévost. Troisième adjointe, Joëlle Decoq. Quatrième adjoint, Frédéric Lemoine. Cinquième adjointe, Cécile Blondin. Sixième adjoint, Aurélien Chevalier. Septième adjointe, Armelle Husson.
8e adjoint, Saber El Mazouzi. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons passer à l'élection du maire délégué de Corlay. Je vous rappelle qu'il appartient au conseil municipal de désigner pour la commune associée de Corlay un maire délégué, selon l'article 2113-13 du Code général des collectivités territoriales, que je vais vous lire. Le maire délégué remplit dans la commune déléguée les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire. Il peut être chargé dans la commune déléguée de l'exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire les délégations prévues aux articles 2122-18 à L 2122-20. Le maire délégué exerce également les fonctions d'adjoint au maire de la commune nouvelle, sans être comptabilisé au titre de la limite fixée à l'article 2122-2. Je vais donc solliciter les candidatures. Je vous précise que chacun des candidats peut faire ou non une déclaration orale. Qui se porte candidat pour être maire délégué de Corlay? Madame Pascale Cornevin. Nous allons passer au vote en reconstituant le bureau de vote avec les deux assesseurs, le plus jeune et la doyenne du conseil municipal. Vous allez avoir un papier blanc où vous mettrez pour ou contre la nomination de Madame Cornevin, maire déléguée de Corlay. Je vous rappelle que les conseillers avec un pouvoir votent 2 fois. Il y a 2 questions. Madame Delon, Monsieur Guillaumeau. Pardon. Monsieur Guillaumeau. Oui, une petite parenthèse, bien entendu, pour Corlay. Bien entendu, le village là est quand même assez en émoi. On voit que depuis les années 72, c'est la commune associée à l'Ancre, mais pas que. C'est une histoire. Beaucoup de familles qui sont aujourd'hui un peu dans la tourmente. Alors effectivement, ce soir, vous allez proposer un maire délégué de votre liste. Oui, pourquoi pas. Mais c'est l'inquiétude que ça laisse à Corlay, la perte d'identité du village. Depuis 1972, ce sont des gens, M. Van Geusdal, je pense à Gilbert Pataille, qui s'est battu pour garder la spécificité, l'âme du village. Et aujourd'hui, oui, effectivement, cela est mis en suspens. Vous incarnez, effectivement, vous l'aviez prévu, préconisé dans votre campagne, de mettre fin à cette âme du village, puisque cette petite minorité, comme vous dites, du village, qui ne représente pas grand-chose, mais voilà, c'est 226 habitants, mais pas que. Ce sont des familles qui ont une âme, et cette âme, aujourd'hui, elle disparaît, puisque Corlay devient un petit faubourg, comme vous le nommez, avec cette petite minorité qui n'est pas le reflet du scrutin, parce que bon nombre de Corléens, ce n'est pas ce qu'ils ont exprimé, en tout cas. Donc voilà un petit peu mes observations. Et encore une fois, je n'admets pas que vous puissiez imaginer, dire que Corlay est une petite minorité. Ce n'est pas acceptable. Voilà mon opinion, en tout cas. Merci, Monsieur Guillaumeau, et je vais vous faire une réponse en 3 points. Le premier étant que j'ai entièrement confiance en Madame Cornevin pour poursuivre le travail qui a été fait à Corlay, aller encore plus loin et être à la disposition et aux côtés des habitantes et des habitants de Corlay qui effectivement se sont exprimés dans les urnes. Rappeler également l'attachement qui est le mien et de l'ensemble du conseil municipal, en tout cas des gens qui m'entourent ce soir sur la vision territoriale
Nous vivons, nous éprouvons cette ville et ce territoire bien plus largement que nos remparts. J'ai moi-même vécu dans de nombreux villages du sud de la Haute-Marne, de Pérancé à Balhem, en passant par Perronier, Vieux-Moulins et Chalindray. Donc le village de Corlay, on y tiendra comme à la prunelle de nos yeux, l'âme avec les associations, les habitants, les entreprises qui y sont. Et je vous garantis qu'on y mettra tout notre cœur à l'ouvrage, comme vous l'avez fait ces 6 dernières années. Et dernier point sur les propos que vous me prêtez. Je n'ai jamais parlé de Corlay comme une minorité. C'est un village. Madame Cornevin sera effectivement première adjointe en charge des faubourgs et des quartiers, mais également maire déléguée de Corlay, qui est un village à part entière et qu'on traitera comme tel. Je vous remercie. Je vous propose de passer au vote. Donc pour ou contre ou blanc.
Quelqu'un n'a pas signé? Le prénom était bon. C'est drôle ça. Il y a peut-être un panachage des deux. C'est drôle. C'est gentil. Non, parce que dès que tu parles, s'il y a écrit là, aujourd'hui on parle pas d'improvisation. On les rassurera en étant là, au vide-grenier, au machin. On va passer au dépouillement. Madame Delon, Monsieur Adam. Donc il y a bien 29 enveloppes. Pour. 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 Contre. 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 Là, c'est nul. Monsieur Guillaumeau. T. Guillaumeau. Contre. Thierry Guillaumeau. Pour. 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 Pour.
pour, 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 Les contre, ça va être les nuls, donc il va falloir les signer avec les enveloppes. Et le reste, c'est des contre. Et du coup, celle-là, il y en a bien 22 et il y en a 3 pour monsieur Guillaume. Oui, Thierry Guillaume, donc officiellement, il a 3 personnes en vote pour lui, il est un peu dans la France de vote. Madame Corneva, 22 pour, et monsieur Guillaume, 3. Globalement, s'il est désigné, c'est comme pour le maire, c'est déjà automatiquement convoqué. Les nuls, les contre, signé. Ça, c'est Madame Corneva.
13,5. C'est bien Madame Cornevin qui remporte. Sur les 29 votants, Pascal Cornevin, 22. 3 votes pour Thierry Guillemot, qui devenait donc de facto candidat, et 4 bulletins nuls. C'est ça? Oui. Madame Cornevin Pascal est donc maire déléguée de Corlay. Je vais à présent lire la charte de l'élu local. L'article L2121-7 du Code général des collectivités territoriales prévoit que lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local mentionnée à l'article L1111-12. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre 3 du présent titre. De même, l'article 1111-12 du même code précise que les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arrondissements de la ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L1111-13 et L1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local que je vais vous lire en 22 points. Non, pardon, en 14 points. Premier point. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité ainsi que les lois et les symboles de la République. 2. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est élu, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions dans le cadre de ses fonctions. 8. L'élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. 9. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. 10. Les élus locaux sont affiliés, pour l'exercice de leur mandat, au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le Code général des collectivités territoriales. 11. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le Code général des collectivités territoriales. 12. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales. 13.
toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. 14 et dernier point, tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13 du Code général des collectivités territoriales. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Je vais vous demander de signer le formulaire de prise de connaissance et d'acceptation de cette charte qui vous a aussi été remise individuellement. Et nous allons passer au vote du procès-verbal de la séance précédente. Donc, le procès-verbal de la séance du 18 décembre 2025. S'il y a des remarques, elles seront annexées au procès-verbal. Y a-t-il des remarques sur le procès-verbal de la séance du 18 décembre 2025 ? Je vous remercie. On le passe donc au vote à main levée. Qui est contre ce procès-verbal ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Il est adopté à l'unanimité. Le prochain conseil municipal aura lieu le 7 avril 2026 avec comme sujet principal le rapport d'orientation budgétaire. Le vote du budget sera présenté lors du conseil municipal du 22 avril. Compte tenu des élections et des délais d'envoi des rapports aux membres du Conseil, à savoir 12 jours avant pour les rapports relatifs au budget, la commission finances ne pourra exceptionnellement se tenir avant. J'invite, s'il le souhaite, à un représentant de chaque groupe politique à s'exprimer, Monsieur Benjamin Lambert, Madame Delon. Si on peut donner un micro à Monsieur Benjamin Lambert, s'il vous plaît. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier les électeurs et les électrices qui nous ont fait confiance, que ce soit lors de ce premier ou de ce second tour des élections municipales, et leur dire évidemment que nous prendrons ce rôle de groupe d'opposition, et je reviendrai sur la notion d'opposition, très à cœur pendant les années à venir, puisque une opposition constructive, c'est aussi des débats qui permettent de faire avancer les projets et la commune. Et donc, du coup, nous ne serons pas une minorité. Je reviens sur cette question de la minorité. La minorité, dans la manière, on pourrait se dire finalement, en apparence, c'est descriptif, on parle juste d'un chiffre. Je crois qu'en réalité, la problématique est bien différente, puisqu'une opposition, elle se fait aussi à partir d'un projet sur lequel nous avons été élus, et non pas uniquement sur un nombre d'électeurs ou d'électrices. Donc nous vous demanderons donc à l'avenir de nous considérer comme étant une opposition, pas une opposition de fait, pas une opposition permanente, mais comme étant une opposition malgré tout, puisque d'un point de vue juridique, c'est ce que nous sommes. La démocratie ne se résume pas effectivement au fait du nombre, elle repose aussi sur la diversité des opinions, sur le débat contradictoire, la capacité à entendre des voix différentes, parfois critiques, mais toujours essentielles. Réduire cette opposition à une simple minorité, c'est nier son rôle fondamental, celui de questionner, d'alerter, de proposer. Derrière chaque élu de l'opposition, il y a des habitants de notre commune, des hommes et des femmes qui ont fait un choix, qui ont exprimé une attente différente et qui comptent sur nous pour porter leur voix. Les qualifier implicitement de secondaires ou d'insignifiants revient à mépriser une partie de la population. En tout cas, nous le prenons comme tel. Nous ne demandons pas de privilèges, nous ne demandons pas de faveurs. Nous demandons simplement le respect dû à toute représentation démocratique, le respect des idées, le respect des personnes, le respect du débat. Car au fond, une majorité n'a en réalité strictement rien à craindre d'une opposition constructive. Au contraire, elle devrait s'en réjouir. C'est souvent dans la confrontation des points de vue que naissent les meilleures décisions.
Ces derniers jours et ces dernières semaines, vous avez parlé à plusieurs reprises, à nombreuses reprises, que ce soit pendant la campagne ou depuis ce dimanche soir, de réconciliation. Pour nous, cette réconciliation peut se faire également qu'à condition de respecter les équipes précédentes et le travail engagé. Nous espérons donc que vous pourrez poursuivre les différents projets construits ces dernières années. Je pense à la Halle des Sports, que ce soit le projet autour du Ciné des Jeunes ou la Maison des Arts Vivants, que ce soit la résidence senior. Et j'espère par ailleurs que vous changerez d'avis sur la rénovation urbaine des quartiers, qui va bien au-delà d'un simple bâtiment de centre social et qui est une rénovation urbanistique et non pas uniquement un bâtiment comme on a déjà eu l'occasion de le dire, mais je sais que vous allez prendre connaissance de ce dossier qui vous permettra de vous apercevoir de l'ampleur du projet. Enfin, je terminerai par plusieurs questions. Vous avez annoncé en début de semaine que des rendez-vous allaient être pris en haut lieu à propos de l'hôpital. Vous avez évoqué en début de séance la rencontre des associations d'usagers et des médecins dans la semaine à venir. En revanche, au-delà de ce rendez-vous, quels sont les autres rendez-vous pris? Avec qui et quand allez-vous rencontrer les autres partenaires, et notamment les financeurs, ARS, le département et la région, puisque c'était une annonce faite lors de votre interview à Active Radio ce lundi. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Lambert. Pour répondre à votre question, on a avancé sur les rendez-vous et je l'ai annoncé dans mon premier propos. Vous savez comme moi que le conseil municipal est installé uniquement dès aujourd'hui et je ne me serais pas permis, avant d'être élu officiellement, de solliciter les instances et notamment nationales. Donc ce sera fait dès lundi. Madame Delon, est-ce que vous souhaitez prendre la parole ? Bien, à mon tour de féliciter Monsieur le maire pour votre élection ainsi que tous les membres du conseil municipal. Alors effectivement, comme Monsieur Lambert, je suis à la tête d'un groupe d'opposition. Je remercie aussi les électeurs langrois qui s'étaient portés, qui nous avaient fait confiance. Bon, aujourd'hui, le conseil est installé dans cette configuration. Alors effectivement, on parle de groupe d'opposition ou de groupe minoritaire, peu importe. De toute façon, les mots comptent, certes, mais ce qui compte surtout, c'est la façon de fonctionner. Pour ma part, je ne suis pas nouvelle dans la fonction d'élu de l'opposition. J'ai toujours porté une voix constructive, donc je continuerai sur cette voie. J'ai toujours été au fond des dossiers, je continuerai sur cette voie. Ce que j'aimerais qu'il change avec cette mandature, vous parlez de réconciliation, je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière ce vocable, on verra l'usage, mais en tout cas, je veux effectivement un respect des élus d'opposition. Ils ont des droits, et ces droits, je tiens à les exercer pleinement. Et comme je l'ai toujours fait, j'aimerais avoir une transparence dans les dossiers, avoir accès à tous les dossiers. Nous sommes des élus, nous avons droit on a même accès à votre agenda, c'est ce que vient de nous demander M. Lambert, d'avoir une transparence totale sur vos rendez-vous, la teneur. Alors aussi, effectivement, au-delà de ce respect des élus minoritaires, dans la foulée de ce que vient d'évoquer mon collègue Benjamin Lambert, c'est les sujets qui occupent la ville langroise, et au premier rang desquels, effectivement, le pôle de santé. Il faudra que la ville de Langres soit très forte. Vous allez affronter beaucoup de personnes. Elle est un peu seule, finalement. J'espère que vous saurez nouer des relations avec le nouveau maire de Chaumont. Peut-être qu'il y a encore un espoir de ce côté-là. Peut-être que les deux villes peuvent encore trouver un terrain pour qu'il y ait un vrai pôle santé au service de toute la population, avec un vrai plateau technique de qualité pour que tous les habitants aient accès à quelque chose de correct, qu'on n'ait pas dans le futur des pertes de chance, des renoncements aux soins, des choses comme ça. Donc voilà, vous avez entre vos mains cet avenir-là. Le maire de Langres a toute la possibilité de le faire. Le maire, dans sa ville, il a le destin des gens. Et Langres rayonne au-delà de la ville de Langres. Ça rayonne aussi sur tout le pays de Langres. Donc vous avez une grosse responsabilité sur l'avenir des soins en pays de Langres et donc nous comptons sur vous. Il a été fait allusion aussi au collège. Le collège, je pense que les élèves ne sont pas dans de bonnes conditions d'éducation. La communauté éducative non plus. Les conditions sont quand même pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre aujourd'hui. La décision, elle est attendue par le département depuis un quart de siècle. On en parle depuis peut-être même plus. Langres, la ville de Langres n'a jamais pu finalement prendre une décision. Elle n'appartient pas au conseil départemental. Le conseil départemental, il va financer les bâtiments, certes, mais l'implantation et la façon dont on configure, la façon dont on imagine le parcours des élèves, il vous appartient.
ce sont des questions d'urbanisme élémentaire. Il faut voir la vie des élèves au quotidien, la vie des familles, avoir de l'exigence pour nos élèves, parce qu'on sait bien que dans les milieux ruraux, on n'a peut-être pas forcément les mêmes chances que dans des métropoles. Donc je pense que c'est une question de justice sociale de leur offrir un écrin et des conditions d'apprentissage. Il n'y a pas que les bâtiments. Encore une fois, je reviens sur le parcours des élèves et l'accès à la culture et au sport. Et puis l'autre sujet, vous l'avez évoqué, Benjamin, c'est les quartiers neufs. Les quartiers neufs, je crois que ce mandat va être vraiment celui de la réalisation d'un grand projet pour les quartiers neufs. Nous ne sommes pas d'accord sur Après, le débat va reprendre. Je pense qu'on peut peut-être trouver un terrain d'entente dans cette fameuse réconciliation. Peut-être que l'avenir des quartiers le mérite, d'autant que les écoles vont quand même être vacantes dans moins de 2 ans, je pense, que les élèves des quartiers et au-delà vont intégrer une magnifique école. C'est aussi, je me réjouis pour eux. Mais pour autant, voilà, les quartiers méritent d'être appréhendés dans leur globalité. Surtout pas faire comme on a fait par le passé en voyant par des petits bouts. C'est pareil, comme pour les collégiens, les élèves, les quartiers, enfin tout ça, ça doit être une vie globale. C'est vraiment une question d'urbanisme. Et là, je pense qu'il va falloir, et c'est parti d'ailleurs, il y a déjà une étude elle n'est peut-être pas commencée, mais en tout cas, il y a une étude qui est faite avec Amaris, puisque Amaris possède tout le logement. Donc ça peut être un travail concerté, et encore une fois, en s'adjoignant les services. Je pense les élus ne sont pas des techniciens, mais je pense que ce quartier mérite vraiment d'avoir des architectes urbanistes compétents et j'appelle mettre un terme à des études qui sont parce que j'ai le privilège d'avoir un certain âge, ça a été dit, mais je connais justement toutes les études qui ont été faites depuis 20 ans et on les collectionne. Donc ça, faut peut-être à un moment donné arrêter ça, prendre ce qui existe, prendre conseil avec des gens qui habitent ici, pas des personnes qui viennent de Paris ou qui viennent du copier-coller et qui finalement nous mettent des recettes. Donc je pense qu'à un moment donné, c'est très important de repartir sur de bonnes bases et de ne plus faire des études compartimentées, mais que le plan guide, pour ne pas le citer, qui était une étude ambitieuse, qui a été menée par la présidente de municipalité, que ce plan guide soit, peut-être on en reprend des bases, mais on le considère globalement. On ne peut plus dire c'est que la citadelle, ou c'est que ci, ou c'est que ça. La ville de Langres, c'est un corps, c'est comme un être humain, ça circule, ça fonctionne, et il faut l'appréhender dans sa globalité. Voilà mes vœux que je ferai au début de cette mandature, que je vous souhaite épanouissante et avec beaucoup de réussite, et encore une fois au service des Langrois et plus largement de tout le pays de Langres. Merci. Merci Madame Delon. Je remercie l'ensemble des élus de leur participation et nous allons clôturer ce premier conseil municipal d'installation. Il est 19h38. Je vous invite à rester toutes et tous avec nous. La liste que j'ai portée durant cette campagne vous offre un pot dans la salle juste en face, la salle de l'ancien tribunal. Vous êtes toutes et tous conviés, évidemment. Et il va y avoir 2 photos faites dans les escaliers aussi. Donc j'invite l'ensemble des élus du conseil municipal à se rendre tout de suite sur les marches de l'escalier d'honneur pour la photo officielle. Je vous remercie.